Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode de DevApps. Alors, Pardon 70 ou 70 évidemment, voilà, il faut le dire. Ouais, ça va être simple, au moins les 10 prochains, je sens que ça va être effectivement assez simple quand on va devoir donner les numéros des épisodes. Donc, c'est un podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 16 octobre 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Bonjour messieurs, ça va bien? Bonjour. Ça va bien tous les deux? Oui, super. Tous les deux en confinement? Pas encore? Non, pas encore. Pas encore, voilà, on verra. Et donc ce mois-ci, nous avons demandé à un invité qui travaille dans les nuages, c'est à savoir Sébastien Stormack, j'espère que j'ai bien dit ton nom. Très bien. Il va venir nous parler du cloud AWS d'Amazon. Une fois n'est pas coutume dans notre podcast, on va parler d'autre chose que des technos purement Microsoft. Et je pense que de toute façon, tout est compatible. Maintenant, on va pouvoir se connecter sur les technos d'Amazon et je pense qu'il y en a beaucoup de nos auditeurs qui le font déjà sans aucun problème. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bonjour à toi et merci d'être là en tout cas surtout, c'est ça qui est bien. On va pouvoir parler pendant une heure de cloud, d'Amazon, de AWS et donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça. Et avec moi tu peux dire 70 aussi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Bah oui, parce que c'est ça, je vais te présenter peut-être, tu es belge à l'origine, c'est ça hein? C'est ça, tu es belge. Ouais, encore toujours, j'ai toujours mon passeport et ma carte d'identité, même si j'habite plus en Belgique depuis quelques années. C'est ça, il va falloir traduire. Hein. Entre cloud et cloud. Du cloud. Denis dit cloud. Des 8. Mais oui, c'est les 8 et je sais le faire quand même. Et les A tantôt. Enfin bon, on va pas faire du belgicisme pendant le podcast, c'est peut-être pas le sujet non plus. Donc si j'essaye de présenter rapidement, j'étais voir un petit peu ce qu'il y avait sur ton blog, sur ton site, qui est tout simplement stormack.com. On mettra l'adresse sur les notes de l'émission aussi. Alors, il y a un point qui m'avait déjà intéressé, c'est que tu as commencé à l'informatique sur Commodore 64. Excellent. Ça donne mon âge immédiatement. Oui, voilà. Du coup, on doit avoir le même âge à peu près, parce que c'est exactement là-dessus que j'ai commencé aussi. Donc ça me fait toujours plaisir, moi, quand je vois quelqu'un qui travaille avec ça. J'avais découvert ça chez un voisin et j'étais rentré chez moi, j'ai dit, je veux la même chose, je veux ça. Ah bah oui. Voilà, c'est la même chose. Et tu travailles actuellement, puisque c'est pour ça que tu es là aussi, chez Amazon, où tu es développeur advocate sur AWS, c'est ça? Oui, alors le A de AWS, c'est Amazon, effectivement, comme tu le rappelles. Et comme on le disait en préparant cet épisode, beaucoup de gens connaissent Amazon parce que c'est là qu'ils commandent des trucs, tout et n'importe quoi. Au début, c'était des livres, mais Amazon, c'est pas que un libraire. Il y a aussi le business des Kindle, il y a le business d'Alexa, il y a le business Prime. Et il y a cette petite division, je suis sarcastique en disant petite division, Cloud, qui a été lancée il y a 14 ans maintenant, en 2006, j'ai les maths correctes, oui, avec les premiers services. Donc à l'époque, on ne parlait pas encore de cloud, mais à l'époque, Amazon avait commencé à créer des outils internes pour permettre leur équipe DevOps d'avoir un peu plus d'agilité, de ne plus devoir passer par une équipe centrale pour demander de provisionner des nouvelles machines, etc. Et il y a un groupe d'ingénieurs qui s'est dit, et si on créait une API pour que les développeurs puissent eux-mêmes provisionner des virtual machines dans nos data centers sans passer par le groupe central, etc. Et cette API est devenue Amazon EC2, a été lancée donc en 2006, il y a 14 ans. Comme l'offre cloud d'Amazon, très vite suivie par Amazon S3 pour stocker des fichiers. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que vous allez retrouver sur AWS. C'est lancer des virtual machines et lancer des fichiers, mais enfin, ça fait plein d'autres choses après. Il y a 14 ans, donc le mot cloud n'existait pas encore à ce moment-là. C'est ça, c'est comme on le disait un peu en off avec Christophe avant, Amazon, c'est en gros le premier vraiment système d'hébergement dans les nuages, comme on dit en français, de cloud, dans lequel on peut avoir des services à disposition, quoi. C'est le premier historiquement, il y avait de l'hébergement avant, mais cet aspect self-service où vous venez, vous appelez une API sans devoir appeler quelqu'un, sans devoir pré-provisionner une certaine quantité ou payer à l'avance, puisqu'on paye à l'heure sur AWS, ça c'était tout à fait nouveau, et puis les autres ont suivi, et enfin vous connaissez Azure, Google et tous les autres après. Et AWS, je viens de chercher, c'est Amazon Web Services. Amazon Web Services. C'est pas forcément...
Et pourquoi Web Services, tiens? Parce qu'à l'époque, des c'était des services API. Non, mais c'était des API. Et à l'époque, si on se remet 14 ans, des API, c'était des web services. D'ailleurs, les premières API étaient en SOAP, ça a l'air un peu antique maintenant. Je crois qu'elles sont toujours provisionnées. Si des clients tapent là-dessus, je ne pense pas qu'on les ait dépréciées. Mais voilà, c'était des web services à l'époque. Pour rappeler. Et d'ailleurs, il y avait plus de web services à l'époque aussi, parce qu'il y avait aussi des API pour les vendeurs, pour vendre des choses sur le site de retail. Maintenant, tout ça, c'est séparé, et AWS, c'est le cloud. Mais au début, c'était des API qu'Amazon mettait à disposition des développeurs. Ouais, et en termes de services, il y a énormément d'entreprises. Je pense même Netflix travaille avec AWS. Il y a énormément de gros acteurs du marché qui gèrent leur système. Mais d'après Gartner, on est les premiers en termes de part de marché et en termes de complétude de produits. Vous savez, dans les Magic Quadrant de Gartner, ils nous mettent depuis 14 ans là-bas, tout en haut à droite, avec les autres qui se rapprochent, évidemment. Tant mieux. Ben oui, exactement, on a une bonne avance. Mais enfin, voilà, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers parce qu'on sent la concurrence de Microsoft et de Google. Alors, voilà, c'est quoi les clients, ta question? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en termes de concurrence? Il y a Google, il y a Azure, évidemment, que nous, on connaît. Il y a les méga scale clouds, c'est Google, c'est Azure, et puis il y a plus des acteurs spécifiques ou des niches qui offrent, n'importe quelle société qui offre une solution pour déployer, pour stocker du fichier, pour déployer des applications, on pourrait dire que c'est un concurrent. Mais non, c'est pas un marché où il y en a un qui va prendre tout le gâteau. Le marché des dépenses informatiques d'entreprise, c'est énorme. Le cloud, ce n'est qu'une toute petite part aujourd'hui de ce gâteau-là, donc il y a encore tout le reste à prendre. Et c'est un marché qui est suffisamment large pour qu'il y ait plein d'acteurs différents dans le futur. Ouais. Je vais revenir sur la question de Christophe, ce que je n'ai pas répondu. Quels sont les grands clients? Il y a de tout. Il y a des toutes petites startups, il y a des organismes publics, il y a pardon, je perds mes mots, des grandes entreprises, les grands groupes multinationaux. Alors, tu as cité Netflix, c'est un client. Netflix n'a pas de data center. Ils ont fait le choix dès le départ de ne pas avoir de data center. Donc, parfois, vous voyez du matériel Netflix dans la presse ou des choses comme ça. C'est vrai qu'ils vont mettre leur CDN chez les hébergeurs, chez les Orange et les autres, pour être au plus proche des clients, mais toute l'informatique interne, tout le stockage des fichiers se fait sur Amazon S3 par exemple. En France aussi, dans les grandes entreprises qui ont décidé d'abandonner leur data center et de migrer entièrement vers le cloud, je peux citer Veolia, qui a commencé il y a plusieurs années un projet pour fermer ses data centers, vraiment littéralement fermer les data centers. On travaille dans toutes les industries, que ce soit pharmaceutique, finance, il y a des banques qui fonctionnent sur AWS, des néobanques comme Monzo en Angleterre est entièrement construit sur AWS. Ils sont partis d'une feuille blanche, ils n'avaient pas d'héritage mainframe ou autre, et ils sont partis dans le cloud. Donc voilà, je peux citer des dizaines de milliers de clients comme ça. Et au niveau des contacts, puisque en tant que développeur advocate, forcément tu es en contact avec des clients ou des présentations de produits. Enfin, nous, on voit beaucoup, il y a l'aspect problématique sur la confidentialité de données. Donc la sécurité, ça souvent, il y a des solutions techniques derrière. Mais l'aspect confidentialité, c'est des choses aussi que vous rencontrez de types de problèmes. Vous avez du mal de la même manière que dans d'autres types de cloud, ou bien les tendances, je vais dire, les gens commencent à comprendre ce que c'est? Je crois que ceux qui ont vraiment compris, ils viennent nous dire après, vous savez quoi, le cloud, c'est plus sécurisé que mon data center. Et quand un client me dit ça, je suis content, c'est qu'il a compris. Parce que j'ai travaillé dans des data centers avant, j'étais consultant, le gars qui m'accueillait de la société en avait marre de m'ouvrir la porte à chaque fois que je devais rentrer et sortir. Et on finissait par caler une cuillère ou une fourchette dans une porte pour ne pas devoir badger. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la sécurité des data centers? Il y a cette illusion que si c'est dans votre cave, c'est plus secure que si c'est dans le cloud. Moi, je crois que c'est l'inverse, que quel que soit le cloud, on a parlé des trois grands là, les clouds sont plus sécurisés parce que le business qu'on a, c'est un business de confiance. Si les clients ne vous font pas confiance, on n'a plus de business. Donc la sécurité, c'est notre première priorité, vraiment dans tout ce qu'on fait au quotidien, c'est la sécurité des données, la confidentialité des données, et on met plein d'outils à disposition de nos clients pour qu'ils puissent sécuriser les données. Mais nous, on sécurise l'infrastructure. On dit toujours que c'est un modèle de sécurité partagée. Nous, on sécurise l'infrastructure, les data centers, les accès à ces data centers, le réseau, les hyperviseurs, les moyens. Il y a des tas de processus en place pour s'assurer que les gens qui travaillent dans les data centers n'aient pas accès aux données des clients, par exemple. Mais après, il y a la responsabilité du client aussi. Quand on démarre une virtual machine dans le cloud, par défaut, elle est sécurisée.
suffisamment sécurisé. Par exemple, on s'authentifie SSH avec des clés, mais pas un username password. Mais rien n'empêche le client de faire des trucs stupides. Je pourrais télécharger le démon de Telnet, enlever le mot de passe root et ouvrir la machine à tout vent sur Internet. Ça, nous, on ne va pas le détecter parce qu'on n'est pas dans les virtual machines. On ne voit pas ce que vous faites dans la virtual machine. On va peut-être détecter au réseau qu'il y a des ports ouverts qui ne devraient pas être ouverts. On va vous envoyer. Mais si vous faites ça, votre machine sera hackée, c'est sûr. Donc voilà, il y a cette responsabilité partagée entre ce que nous, on fait pour sécuriser l'infrastructure. On dit on sécurise le cloud, et puis les clients sécurisent ce qu'ils mettent dans le cloud, avec évidemment des outils qu'on fournit et des valeurs par défaut qui font que par défaut, c'est sécurisé. Qu'est-ce qu'il y a comme type de services principaux? Si on se met, nous, on est plus un podcast consacré aux développeurs. Qu'est-ce qui peut intéresser un développeur en termes de services AWS? Bon, tu parles de machines virtuelles qui sont mises sur les réseaux, dans le cloud. Ok, ça, entre guillemets, c'est facile. Il suffit, je suppose, de la démarrer. On a des machines, que ce soit Linux ou Windows aussi, je suppose, différentes technologies dispo. Différentes tailles de machines, depuis des toutes petites jusqu'à des très très grosses, avec 96 CPU, si je me souviens bien, je ne sais plus combien de centaines de gigas de mémoire. Donc vous choisissez la taille. Le prix change évidemment, c'est pas le même prix une petite et une grande. Donc attention à ce que vous faites là. Des services de stockage, ça peut être du stockage de fichiers simplement. J'ai cité déjà Amazon S3, qui est un de nos services historiques, qui est le service de stockage, on dit d'objets, mais donc de fichiers. Je prends toujours l'analogie, c'est comme si c'était un FTP, c'est pas FTP, où vous envoyez vos données, et vos données peuvent rester là. Alors ça peut servir à des tas de choses, ça peut être des données pour un site web, des images, des vidéos, des style sheets, de l'HTML, ça peut être des vidéos, on parlait de Netflix, tout le catalogue vidéo de Netflix est présent plusieurs fois, puisqu'ils ont différents formats en fonction des écrans que vous utilisez pour regarder les vidéos sur S3, ça peut être pour ingérer des logs, ça peut être pour créer des data lakes, ça peut être pour faire des backups personnels à la maison ou des backups d'entreprise. Je crois que c'est pas très très cher en plus. Non, j'ai plus pris en tête, je crois que c'est 0,3 centimes, donc 30 centimes, pardon, 0,3 $, 30 centimes par giga par mois. Et ça, c'est le plus cher. Après, il y a des tiers dégressifs en fonction du hot storage, je ne sais pas comment on dit en français, si on veut garder les données chaudes, et donc où on peut faire des tiers sur des stockages plus froids, avec un temps de latence un peu plus élevé pour récupérer ces données, pour garder des archives, par exemple. Mais là, le prix par giga descend encore. Donc, quand je dis 30 centimes, c'est le prix maximum par mois. Par giga. Question non, tu n'as peut-être pas fini sur les services, excuse-moi, après. Alors, virtual machine, stockage, base de données. On a un service de base de données managé. Manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas démarrer une machine Linux ou Windows, installer les patchs, provisionner votre stockage. Nous, on vous dit juste dans la console, je veux une base de données. Puis là, on choisit Microsoft, Oracle, MariaDB, Postgres, MySQL. Vous dites quel type de machine, mémoire, CPU, quel stockage, et on se charge de tout le reste. Donc vous revenez 1 minute après si c'est MySQL, 10 minutes après si c'est Oracle, et vous avez une base de données prête à utiliser avec un username, password. C'est une base de données dans un réseau privé, évidemment, elle n'est pas exposée sur Internet, et vous l'utilisez comme une base de données normale. C'est une base de données normale, sauf que vous n'avez jamais à la mettre à jour. C'est nous qui faisons ça automatiquement. Les révisions mineures, par exemple, sont mises à jour. Les backups sont faits automatiquement toutes les nuits. Vous définissez la période de rétention du backup, puisqu'il y a un prix pour ça, et vous n'avez rien à faire. Donc c'est le genre de service managé qui intéresse beaucoup les développeurs. Et puis pour les développeurs plus modernes, ou moins classiques, ou ceux qui ont la chance de pouvoir partir d'une feuille blanche, il y a la partie qu'on appelle serverless, qui est aussi une catégorie qu'on a inventée. On était les premiers à faire ça. Je crois que l'industrie appelle ça des cloud functions maintenant, des fonctions qui peuvent tourner dans le cloud. J'adore le mot serverless parce que des gens me disent « Oui, mais il n'y a pas de serveur. » Non, évidemment, il y a des serveurs. Il faut un truc pour tourner vos fonctions, mais ce n'est pas vous qui les gérez. Donc, ce n'est pas votre responsabilité. Vous ne voyez plus les virtual machines. Il n'y a pas de Linux à installer ou de Windows à installer ou à patcher. Vous déployez juste le code de la fonction et vous êtes facturé par invocation de ce code-là. Et donc ça, c'est idéal pour développer des API, par exemple, pour des applications web où il y a du React ou de l'Angular en front-end, c'est qui appellent des API. Ben, c'est Cloud Function. Il n'y a pas d'infrastructure à payer puisqu'elles sont serverless, donc on ne paye pas à l'heure. Donc s'il n'y a personne qui utilise mon application, ça ne me coûte rien. S'il y a beaucoup de gens, ça me coûte un tout petit peu plus, mais là, on parle aussi de 20 centimes par million d'invocations. Donc pour le prix d'une tasse de café, on peut déjà avoir une infrastructure assez développée. Puis on développe avec quoi? On a quoi comme langage? Donc le service qui permet d'hoster ces fonctions s'appelle AWS Lambda. C'est ça qu'il faut chercher dans la console. Et
par défaut, je vais essayer d'être complet, j'espère que j'en oublie pas, JavaScript et donc TypeScript, Python, quand je dis JavaScript, c'est Node.js, Python, Go, Ruby, C#, Java. Je crois que ce sont les 6 qu'on supporte, j'espère ne pas en avoir oublié. Et on a un mécanisme d'extension depuis 1 an maintenant qui permet d'apporter son propre runtime. Et donc on a des clients qui déploient du PHP, j'ai vu du COBOL tourner sur Lambda. Moi je fais beaucoup de Swift, le langage de programmation d'Apple, sur Lambda également. En fait, n'importe quel binaire qui peut être compilé pour Amazon Linux, qui est notre distribution de Linux basée sur CentOS, peut fonctionner sur Lambda. Oui, c'est ça. Donc, vous avez vraiment une machine Linux qui tourne, toutes vos machines, en général, tournent sur une machine comme ça de service, tourne sur des machines Linux avec votre distribution, quoi. En général, c'est Linux. Et dans le cas de Lambda, ce sont des containers. Ce n'est pas Docker, mais ce sont des containers. Donc, si j'ai plusieurs fonctions Lambda, chaque fonction est isolée dans son container sur sa machine, qui est monotenant. Donc, je ne partage pas avec d'autres clients. Et en pratique, si on se dit, tiens, je voudrais mettre soit une fonction ou même plus simple, mettre des fichiers, en pratique, ça se passe comment? On se connecte sur le site AWS et puis quoi? On a une interface web, je suppose, mais... Oui, c'est une bonne question. Donc, aws.amazon.com, ça c'est le site web. Et à partir de là, on peut créer un compte. Je ne sais plus, tiens. Je pense que si vous avez un compte retail, peut-être que vous pouvez même réutiliser votre compte retail pour vous connecter. Il y a quelques années, c'était possible. C'est possible qu'ils aient séparé ça maintenant, je ne connais pas le statut, mais enfin, vous créez un compte, nom, prénom, adresse email, une carte de crédit, désolé. Pour les entreprises, on peut passer à une facturation plus traditionnelle aussi, mais là, il faut une mise en relation, ça prend un poil plus de temps, mais pour commencer, une carte de crédit. Vous avez votre compte qui est activé. Et à partir de là, vous avez une console web, vous vous retrouvez sur une console avec un énorme menu où les services sont groupés par catégorie, machine learning, compute, donc tout ce qui est exécution de code, stockage, analytics, etc., etc. Vous choisissez votre service. Tu les as ici? Enfin, il y a moyen de les montrer? Oui, bien sûr. Hop. Et juste pendant, parce que Denis pose beaucoup de questions, et j'en ai deux déjà depuis. En fait, bon, tu as cité quelques services. Bon, en gros, j'ai regardé à l'instant, là, il y en a plus de 50 quand même de services chez AWS. Il y en a plus de 180. Ah, voilà, là, j'ai pas tout vu encore, donc je pense que tu peux pas tout dire. Est-ce que, du coup, dans les services, là, actuellement, que tu vas nous montrer, il y a des services gratuits? Oui, beaucoup. En fait, la plupart des services ont un tiers gratuit. Donc, un tiers gratuit, ça veut dire qu'il y a une fréquence d'utilisation ou une quantité d'utilisation qui est gratuite. Puisque le principe d'AWS, c'est de payer à l'usage. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. Donc, créer votre compte, ça ne vous coûte rien. Déployer une fonction lambda, ça ne vous coûte rien tant qu'elle n'est pas invoquée. À partir du moment où vous l'avez invoquée, vous êtes facturé. Démarrer une virtual machine, ça vous coûte à l'heure dès que la machine est démarrée. Mais si vous l'arrêtez, ça ne vous coûte plus rien. D'accord? Et on peut automatiser ces processus-là pour dire, tiens, je voudrais l'éteindre quand c'est moins... Et c'est même une best practice, c'est de dire le soir, si c'est ma machine de développement, il y a un script qui se déclenche et qui arrête mon serveur. Et pour la plupart des services, on a un tiers gratuit. Par exemple, pour EC2, pour les virtual machines, sur les petites virtual machines, celles qui ont un CPU et je ne sais plus 500 mégas de mémoire, vous avez 750 heures par mois gratuites. Donc 750 heures par mois, c'est l'équivalent d'une machine 24 sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, ça peut être 2 machines 12 heures par jour ou 750 machines pendant 1 heure. Vous répartissez ces 750 heures par mois gratuitement. Attention, c'est pour les nouveaux comptes. Donc, si vous avez un compte un peu vieux, ça ne s'applique pas. C'est uniquement les 12 premiers mois après la création du compte. Sur Lambda, il y a un tiers gratuit aussi. Le premier million d'invocations de la fonction Lambda est gratuit. Donc, je peux invoquer ma fonction 1 million de fois par mois. Plus que 12 mois, même au-delà des 12 mois, le premier million par mois est toujours gratuit. Et 1 million, ça suffit largement pour développer, pour faire ces tests. Donc il y a moyen de commencer avec AWS sans payer. Alors justement, il y a l'URL aws.amazon.com/free. Exactement, c'est celle que j'allais dire. Et là, vous avez tous les services du free tiers avec quelle est la métrique qu'on utilise. Est-ce que ce sont des heures par mois, des gigas par mois? Sur Amazon S3, c'est 5 gigabytes gratuits tous les mois de stockage. Donc son premier site web, par exemple, ou quelques images et vidéos gratuitement.
Je reviens sur la question de Denis. Il y a la console, qui est le moyen le plus simple pour découvrir, parce qu'on peut cliquer, etc. J'ai un petit problème. J'essaie de partager mon écran, mais je dois donner des autorisations, parce que je suis sur Mac, et il se trouve que Microsoft Teams, avec lequel on enregistre, j'ai pas encore donné l'autorisation, et je vais devoir redémarrer Microsoft Teams si je veux donner l'autorisation. Est-ce que vous voulez voir, moyennant un redémarrage? Moi, je pense que ça peut être bien, non? Okay, oui, justement, je vais en profiter, moi, pour aller voir mon truc, là. Je reviens. Faire un petit pipi? Non. Si. Alors, désolé pour ça. J'ai pas encore. C'est ce qu'on disait, Denis, tu vois. Il y a toujours des petites coupures comme ça, tout à l'heure. Ce que nous disions tantôt, je te le traduis en... Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Ben voilà, donc on est revenu, on a pu partager l'écran et donc on te rend la main pour dire à partir de la page d'accueil du site. Donc c'est quoi? C'est le Amazon.com? C'est aws.amazon.com, ça c'est la page de départ où vous pouvez découvrir tous les produits, etc. Il y a plus de 180 produits, comme je le disais tout à l'heure, et services plutôt, ce sont des services. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez sur le compte avec l'alias, le nom de ce compte, le nom de l'utilisateur dans le compte, mon password super secret, et je vous encourage fortement à configurer du multifactor authentication sur tous vos comptes, pas rien que sur le cloud. Donc ça, c'est la console de management. La première chose importante dans la console de management, c'est dans quelle région on va déployer quelque chose. Une région, c'est un groupe de data centers. Donc nous sommes présents dans 24 régions aujourd'hui, et chaque région est faite de 3 groupes de data centers. Ces groupes de data centers, on les appelle des availability zones, des zones de disponibilité. Désolé pour le jargon là, mais le nom est important parce que on appelle ça une zone de disponibilité, c'est-à-dire qu'on isole ces data centers de telle façon à ce qu'ils soient indépendants les uns des autres en matière de risque, de tout type de risque, que ce soit tremblement de terre, inondation, panne de courant, panne de réseau, etc. Donc c'est un ou plusieurs bâtiments. Ben voilà. Dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. Ma question tout à l'heure, j'avais noté, c'était voilà, combien de data centers et où sont-ils au monde? Et justement, je me demandais s'il y en avait en France. J'ai la réponse sous les yeux parce que justement, selon les clients, tu as une obligation que tu es donnée, soit en France, c'est par exemple la santé. Et justement, j'ai une question des redondances parce que comment ça peut se passer au niveau de redondance de données si tu as un client qui est au niveau santé médicale? Tu vois les redondances, il ne faut pas que les informations partent aux États-Unis, par exemple. Exactement, c'est très important pour nos clients. Donc, on a ces 24 régions. Dans chaque région, plusieurs data centers. C'est important parce que c'est différent des autres clouds que vous avez mentionnés avant. Parfois, pour eux, une région, c'est un data center. Nous, c'est toujours au minimum 3 data centers qui ont quelques kilomètres de distance et qui sont redondants. Ça veut dire qu'en tant que développeur, quand vous choisissez de déployer une infrastructure, de stocker un fichier, vous choisissez d'abord la région dans laquelle vous allez le faire. Et vous avez la garantie de notre part que nous n'allons pas sortir les données de cette région. Donc si vous choisissez de mettre vos données à Paris, vos données resteront à Paris, il n'y a pas de transfert automatique vers une autre région. Vous pouvez le faire. Donc vous avez des outils de backup, de redondance qui vous permettent de déployer des choses dans d'autres régions si vous voulez le faire. Mais pas par défaut, automatiquement, les données restent toujours dans une région. D'accord? Donc ça, c'est un point important sur la sécurité des données et sur le privacy des données. La région France, par exemple, est certifiée HDS. Tu parlais d'hébergement de données de santé. Donc nous avons été certifiés par un cabinet d'audit externe que les procédures de sécurité d'hébergement respectaient le cahier des charges HDS. Et on a beaucoup de certifications comme ça dans plein de domaines. Donc Paris, Stockholm, Milan, Londres, Irlande et Francfort sont les 6 régions que nous avons en Europe. On a annoncé Madrid pour, je ne sais plus quand, mais enfin c'est préannoncé qu'il y aura d'autres régions qui vont venir encore s'ajouter à la liste. Et puis il y en a d'autres que je ne peux pas annoncer maintenant, mais on travaille à augmenter cette liste en permanence. Donc moi je suis à Paris, je vais prendre la région Paris. Et si je veux déployer une machine virtuelle, je vais chercher dans la liste de services le service qui s'appelle Amazon EC2, Virtual Server in the Cloud, qui est le service historique, je dirais. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les options, etc., parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai ce gros bouton ici, démarrer une instance.
je peux démarrer une instance. Le premier choix, c'est le système d'exploitation. J'ai déjà parlé d'Amazon Linux, qui est notre distribution de Linux, mais il y a SUSE, il y a Ubuntu, il y a Red Hat également, et il y a Windows également, donc je peux choisir des machines Windows. Dans le prix que je vais payer par heure, le prix de la licence Windows est inclus, donc c'est un peu plus cher que Linux. Si, pour les grandes entreprises, vous avez des contrats avec Microsoft, vous pouvez aussi récupérer vos licences, mais là je ne suis pas spécialiste, il faut des avocats spécialistes des contrats Microsoft pour Maintenant, ça, mais c'est possible, c'est légalement possible. Les machines qui sont là, donc que ce soit un Linux ou un Windows, tu le choisis au départ, mais il n'y a plus après de support fait par Amazon. Je veux dire, il n'y a pas de maintenance fait, il n'y aura pas des évolutions de Windows ou des patchs de sécurité, il faut le faire soi-même, quoi. Il faut le faire soi-même, c'est le principe de responsabilité partagée. Nous n'avons pas accès à vos machines. C'est ta machine, on ne peut pas installer quelque chose dans la machine. On peut travailler au niveau de l'hyperviseur, mais on ne peut pas travailler dans l'OS. Ça sera ta responsabilité. Deuxième écran, c'est choisir le type de machine. Là aussi, il y en a des centaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, en fonction des caractéristiques que vous voulez, avec plus de disques, moins de disques, plus de réseau, plus de CPU, plus de mémoire. Et aucun de ces choix me cale pour des années. À tout moment, on peut changer de catégorie. Si je me rends compte que ma machine est trop petite, je peux en démarrer une autre plus grande ou arrêter celle-là, changer le hardware et redémarrer. Il faut juste arrêter. Ça peut se faire en live aussi, je suppose. Non, changer le hardware, il faut quand même arrêter au niveau operating system, faire stop et restart. Même si on doit augmenter de la mémoire, augmenter le CPU, il faut à ce moment-là arrêter et redémarrer la machine alors. Correct. Ça, c'est l'écran que je n'expliquerai pas, mais avec toutes les fonctions avancées, notamment dans quel réseau, quel subnet, vous avez le choix des réseaux, les types de file system. Vous choisissez le stockage. Par défaut, on donne 8 Go sur Linux, un peu plus sous Windows. On peut avoir plusieurs volumes, on peut changer la taille des volumes, on peut faire des snapshots plus tard de ces volumes. Un des trucs importants. Exactement. Un des trucs importants dans le cloud, c'est d'attacher des étiquettes à ces machines. On peut attacher un nom. Une étiquette, c'est juste clé-valeur, on appelle ça des tags. Pourquoi ? Parce qu'après, on peut faire des queries, on peut faire des recherches. Ces étiquettes, elles apparaissent dans la facturation aussi, donc on sait pour quelles ressources on est facturé. Ouais, c'est l'équivalent des ressources sur Azure, quoi. Si tu le dis, je n'ai pas Azure, donc je ne peux pas. Les ressources name. Ouais. Déjà, ce que je suis étonné, c'est juste un métadonnées. C'est pas graphiquement, non, les écrans ne sont pas les mêmes que ceux qu'on retrouve dans Azure, mais par contre, en termes de contenu, de demande, d'information, c'est exactement les mêmes notions, quoi. On parle de tag d'un côté, on parle de tag de l'autre côté, on parle de taille de machine, enfin, je veux dire, c'est les mêmes termes, c'est même pas le... Il y a pas de miracle, deux vendeurs de vélos de marques différentes qui vont te proposer plus ou moins les mêmes caractéristiques et options. Il y aura toujours un guidon, il y aura toujours des freins, une sonnette. C'est vrai. C'est vrai. Oui, alors un point. Non. Pas du tout. Oui, non, mais c'est vrai, Sébastien, nous, je suis sûr que Richard et Denis, on est pareil là. On est en train de comparer dans notre tête à chaque fois. Ah oui, là je vois où c'est. Ah oui, là je vois où c'est. J'imagine que c'est par rapport à Azure. Hein. Je suppose qu'ils ont aussi dans Azure. Chez nous, ça s'appelle un security group et c'est un espèce de filtre réseau qui va être appliqué aux connexions rentrantes sur votre machine. Ouais. Donc, par défaut, ici, je pourrais créer un nouveau security group. C'est une machine Linux, donc je vais l'appeler SSH et je vais autoriser le trafic SSH, donc TCP/22, à partir de... oui, je peux montrer mon adresse IP publique, il n'y a pas de secret à ça. En plus, elle va changer probablement très vite, c'est l'adresse de ma box. Et donc, j'autorise uniquement à partir de mon adresse IP publique. Donc, ce n'est pas un firewall, ce n'est pas dans l'OS, c'est vraiment en dehors de l'OS, au niveau de l'hyperviseur, un espèce de filtre que nous appliquons au trafic réseau entrant. J'ai un écran de recap et puis je peux lancer. Il y a une dernière chose, je dois donner une paire de clés SSH. Alors ici, je l'ai déjà généré. Donc ma clé privée est sur mon laptop, ma clé publique est sur mon compte AWS. C'est ça qui va me permettre de me connecter. Sous Windows, c'est ça qui permet de déchiffrer le mot de passe admin initial que je vais recevoir pour l'instance Windows. Et puis dans cet écran-ci, je vois la liste de mes machines virtuelles. J'en ai 2 arrêtées, j'en ai une qui est pending, qui n'est pas pending, c'est celle qu'on est en train de démarrer. Alors pending, ça prend quelques secondes en général, c'est le temps de trouver de la place dans un rack et demander à notre control plane d'aller lancer cette machine. Et voilà, là maintenant elle est running. Running, ça veut dire qu'elle a reçu une adresse IP publique. Alors là aussi, il y a plein d'autres options, c'est pas obligé de prendre une adresse IP publique, mais là, je voulais pouvoir me connecter à la machine. Et elle a un nom DNS aussi.
Et donc pour s'y connecter, soit je prends un terminal, mais je ne suis pas en train de partager mon terminal ici, donc vous ne le verrez pas dans le partage d'écran, je partage mon browser, donc je vais le faire à travers un browser. Il y a plusieurs moyens de faire, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, mais je peux lancer un terminal directement dans mon navigateur. Si j'étais dans le terminal, je devrais faire un SSH-i, donner ma clé publique, et puis me connecter sur le serveur Linux. Le serveur Linux. Ouais. Et en principe, ça devrait fonctionner. Non, parce que ici, oui, dans mon security group, j'ai dit que c'est que mon adresse IP de moi à la maison qui pourra se connecter. Et donc là, la console ne peut pas se connecter dessus. Donc c'est une mauvaise démo. Mais vous avez l'idée. Quelques clics. Alors la console, c'est évidemment bien pour apprendre, mais en réalité, dès qu'on est un peu proficient, à l'aise sur AWS, on ne va pas utiliser la console. On va utiliser soit la ligne de commande. On a une ligne de commande pour Windows, en PowerShell, pour Linux, pour Mac. Enfin, c'est la même pour Linux et pour Mac. On a une ligne de commande. On a des SDK aussi, donc des kits de développement qu'on peut inclure dans ces applications pour Python, pour .NET, pour Java, C#. Enfin, je dis C#, c'est .NET, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais on s'est compris, ce que je voulais dire. JavaScript, Go, Ruby et ceux que j'ai oubliés encore. Donc ça, ce sont les 3 moyens d'interagir. La console, la ligne de commande et les différents SDK. Pour créer des ressources, hein, ça. Ouais. Ok. Je peux vous montrer les fonctions lambda aussi tant que je suis dans les démos, parce que ça c'est très 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 facile. Donc là vous voyez, j'en ai déjà un paquet, mais je peux dire, allez hop, je crée une nouvelle fonction, je lui donne un nom, je sais pas, Hello World, c'est un beau nom pour une fonction lambda. Je choisis son runtime, donc ce que je vous avais dit, .NET, Go, Java, Node, Python, Ruby, ou des anciens runtime, ou le on, ici on va prendre Node.js. Je crée ma fonction. Normalement, ça prend juste quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi la console est un peu lente sur Paris là aujourd'hui. Ah oui, très lente même. Ça devrait être, immédiat. Et on a un petit éditeur de texte ici. Là, de nouveau, c'est très bien pour découvrir, pour essayer. En réalité, vous allez probablement utiliser Visual Studio Code sur votre laptop et puis utiliser la ligne de commande pour faire vos déploiements. Mais pour essayer, c'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me donne une réponse, status code 200. Avec une string hello from lambda, elle retourne la réponse. Si on utilise VS Code, on a quoi? On a une extension dans VS Code qui fait directement la mise à jour des lambda sur le serveur. Ouais, comme vous voulez, soit à la main avec la ligne de commande AWS lambda update function, ou alors il y a une extension dans VS Code effectivement qui permet de sauver directement sur le cloud et de déployer directement sur le cloud. Je peux tester dans ma console directement. Alors, je dois donner quel est l'input, quels sont les paramètres qu'il va recevoir en entrée. Ici, ce n'est pas très important puisque je ne les lis pas, l'input. Et après, il invoque la fonction pour moi. Et je vois le résultat directement. Je reçois un JSON. Maintenant, c'est bien, j'ai une fonction qui est dans le cloud, mais comment est-ce que je l'invoque, cette fonction de l'extérieur? Typiquement, on va mettre une API devant, et donc on va sur un autre service qui s'appelle API Gateway, et on va créer... Il n'est pas de base, je veux dire, il n'est pas lié automatiquement. Il n'est pas lié, parce qu'il y a plein de raisons d'utiliser Lambda. On pourrait utiliser Lambda comme un trigger sur S3, par exemple. Un fichier qui arrive sur S3, ça déclenche une fonction Lambda pour faire quelque chose avec ce fichier. Dans le cas de Netflix, pour réencoder la vidéo, des choses comme ça. Il y a des tas de cas d'utilisation Lambda. En sécurité, par exemple, on peut déclencher des Lambda sur un événement un changement de configuration dans votre console. Et quelque chose qui change, il y a une fonction lambda qui se déclenche, elle peut vérifier si ce changement est secure selon vos policies ou pas, et peut-être défaire le changement automatiquement. Donc il y a des tas de cas d'usage. Le cas API de lambda, ce n'est qu'un cas parmi des tas d'autres. Ici, c'est la même chose que, comme disait Christophe tout à l'heure, on fait toujours la jonction avec Azure. Dans les Azure Functions, on a la notion de trigger qui peut être déclenchée par un peu tout et n'importe quoi. C'est qui est mis en même temps, je pense, non? Dans Azure Function, c'est pas au moment où on crée l'équivalent de la lambda, c'est à ce moment-là qu'on définit le trigger, je pense. Absolument, oui. Ici, je peux la laisser sans trigger et l'invoquer avec l'API de lambda. Lambda a son API comme tous les autres services. Et donc, c'est ça. Invoquer une fonction lambda. C'est peut-être un peu moins intéressant, mais techniquement, c'est possible. Donc ici, je dis que l'intégration de mon API, ça sera une fonction lambda. Quelle fonction lambda? Sur Paris, la fonction Hello World qu'on vient de créer. Je donne un nom à mon API, on va l'appeler Hello World aussi.
Et puis ça, c'est l'écran le plus important probablement, c'est celui de la route, où on dit pour quelle méthode HTTP et quel query string, quelle resource path, c'est quelle fonction lambda qu'il faut invoquer. Ça pourrait être plusieurs c'est lambda. le mapping entre les deux. Quoi. Exact. Et une fois que c'est fait, next, create, et en quelques secondes, je reçois un endpoint DNS que je peux appeler. Donc ça, c'est mon endpoint DNS. Et ma fonction. Évidemment, je peux mettre mon propre nom de domaine, etc. Alors si je l'appelle, évidemment, comme ça, je vais avoir une erreur, parce que souvenez-vous, on avait défini la route sur /hello world. Et donc, si j'appelle /hello world, on devrait recevoir ma petite string hello from lambda. Et évidemment, ça ne marche pas non plus. Décidément, j'ai pas de chance avec les démos. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? C'est hello world avec des majuscules, mais en principe, ça ne change rien. Je fais cette démo presque toutes les semaines. Ah, voilà. Si c'est un Linux derrière, il est peut-être sensible effectivement aux majuscules. À la case, ouais. Si je change ma fonction lambda, ben le changement est immédiat aussi. Imaginons qu'on veuille retourner un JSON plutôt que du texte. Je peux... la console est vraiment lente aujourd'hui. Ça, c'est le cloud. Parfois, il y a des changements. Mais ça, on connaît aussi. Hein, on a les mêmes problèmes. Imaginons que j'appelle une API et que je reçois en réponse de cette API, je sais pas moi, un statut qui dit OK et un message, pardonnez mon indentation, qui dit hello from lambda. Link, je ne vais pas l'indenter correctement juste pour aller rapidement. Et ici, on pourrait faire un stringify de ce message qui revient de mon API. Hop. Donc pas le point virgule au bout de la définition de ta constante, je sais pas. Non, JavaScript est tellement permissif que... Ah oui, c'est juste. Ça marche même comme ça. Tu as raison, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Et je dois juste lui dire que mon content type, ça c'est un message que je passe via l'API, c'est application JSON. Ça ne va pas me retrouver du texte. Et donc ça, je renvoie le header HTTP. Je fais deploy et ma fonction est déployée. Si je souhaite la versionner, je peux le faire aussi. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mais donc si je rappelle ma fonction maintenant, on voit que j'ai bien reçu du JSON avec le status OK, le message hello from lambda. Et tu peux modifier la puissance entre guillemets de la machine qui fait tourner la lambda expression? Très bonne question. Oui. En fait, tu n'as qu'un seul bouton qui est la mémoire, comme c'est indiqué ici. Mais quand tu choisis plus de mémoire, tu as automatiquement plus de CPU aussi. Ah oui, ok. Et juste pour compléter sur le pricing, j'avais parlé du prix par invocation, c'est pas tout à fait correct. Il y a aussi un petit prix par seconde d'exécution de votre fonction lambda. Et donc le prix d'exécution est un poil plus élevé quand tu as un plus gros container avec plus de mémoire, plus de CPU. Ce qui est logique, parce que si tu fais une fonction une expression lambda derrière qui va une lambda qui va te faire un calcul pendant 10 minutes, à mon avis, ça consomme de la puissance forcément chez vous, donc il faut le payer aussi. Exactement. Si elle est codée avec les pieds. Bah oui. Exactement. Mais parfois, c'est intéressant. C'est contre-intuitif de prendre un Docker, c'est pas Docker, qu'est-ce que je raconte, de prendre un container. J'ai passé ma matinée à faire du Docker, c'est pour ça. Je voulais dire container, j'ai dit Docker. Lambda ne tourne pas sur Docker, que je sois très bien clair là-dessus. Ce n'est pas Docker, donc pardonnez mon abus de langage ici. Si vous prenez un container plus gros, il va vous coûter plus cher à la seconde, mais parfois, comme il est plus gros, le temps de calcul, le temps d'exécution sera plus petit, et donc au final, vous allez gagner. Donc voilà, il faut un peu expérimenter pour trouver le bon ratio. Et justement, il y a des outils moi j'avais noté ici sur mon petit papier, mes petites notes, de monitoring. Alors, 2 types de monitoring, c'est le monitoring sur les appels qu'on effectue, et puis le monitoring plus sur les aspects prise, savoir, soit même avec des tendances pour voir où on en est. Et voilà, tu l'affiches. Oui, bien sûr, il y a des outils de monitoring, tout est monitorable. Mais déjà, tout a une API. Donc, quand on lance un nouveau service, il y a souvent d'abord une API avant tout le reste. Alors, évidemment, maintenant, quand on lance la console, mais dans le passé, c'est déjà arrivé qu'on lance des services juste avec une API. Il n'y avait pas de console graphique, la console graphique venait après. C'est plus le cas maintenant. Mais donc, tout
tout a une API, donc tout est monitorable. Il y a un service qui permet d'enregistrer tous les appels d'API qui sont faits sur mon compte, qui en matière d'audit, par exemple, permet de tracer qui a appelé quelle API, quand, etc. Donc là, quand j'utilise la console, il y a plein d'appels API sous-jacents. Et évidemment, il y a un service de monitoring qui s'appelle CloudWatch qui peut recevoir des données de métriques de différents services, par exemple les usages CPU, mémoire de vos machines virtuelles, le nombre d'invocations, le temps d'invocation des lambda, les I/O sur les volumes disques, pas la quantité du file system, combien d'espace disque il me reste, parce que ça, c'est une donnée qui est dans la virtual machine. Il faut être dans l'OS pour savoir ça. Et nous, vu de l'hyperviseur, ça, on ne voit pas. Si vous voulez reporter ce genre de données, il y a un petit agent installé dans vos virtual machines. C'est comme la consommation mémoire des virtual machines. Nous non plus, on ne le voit pas de l'extérieur. Il y a aussi un agent installé pour ça. Et avec ce service CloudWatch, vous pouvez créer des dashboards, des graphes, vous pouvez mettre des alertes, dire je veux être prévenu si telle métrique dépasse telle valeur pendant plus d'autant de temps, prévenu par SMS, par email. Et financier, exactement la même chose, puisque le billing par mois, c'est une métrique également qui est dans CloudWatch aussi. Donc on peut mettre des alarmes sur son billing. C'est ce que je fais sur mon compte perso, par exemple. J'ai une alerte à $5. Dès que je passe au-dessus de $5, je suis prévenu par email. Tout à l'heure, tu disais que quand tu as des machines, autre sujet, si tu changes de configuration d'une machine, il faut redémarrer la machine. Il me semble que sur Azure, on n'a pas besoin de redémarrer une machine, je me trompe? Je pense que si c'est une machine, ça dépend peut-être des caractéristiques, mais je pense qu'on a besoin aussi, si tu changes un les app CPU, des choses comme ça. Non, je veux dire au niveau cloud, pour moi, si j'ai un service web, mais ça, c'est pas une machine. C'est pas une machine, oui, c'est pas une virtual machine. C'est plus proche d'une fonction lambda ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas dans AWS l'hébergement d'un site web. Si tu en as parlé tout à l'heure, on peut avoir un aspect d'hébergement avec peut-être des technologies derrière. On est obligé de passer par des lambdas? Alors, il y a deux moyens d'héberger un site web dans AWS. Le premier, c'est un moyen un peu traditionnel, à la papa. Je démarre ma virtual machine, je mets mon Apache, mon Nginx, mon IIS dessus, et je mets mes fichiers dessus. Éventuellement, pour la disponibilité, je mets 2 virtual machines dans 2 zones de disponibilité, dans 2 data centers différents, avec un load balancer au-dessus pour répartir le trafic. Et finalement, c'est assez semblable à ce que vous faites dans un data center on-prem. Maintenant, il y a une autre méthode qui est serverless, où vous n'avez pas de serveur à gérer, pas de Linux ou de Windows à maintenir, qui est ma préférée. Et donc, il n'y a pas de serveur, où vous mettez... ça marche très bien, soit pour les sites statiques, un site de marketing par exemple, soit des sites, je ne sais pas comment on appelle ça, ces sites où toute la logique est dans le client, comme en React, en Angular, en Ionic, Vue, etc. Ouais. Et donc finalement, le serveur web, il ne sert qu'à distribuer de l'HTML et du JavaScript, et puis le JavaScript s'exécute dans le client, et le client éventuellement fait des appels d'API avec Lambda API Gateway comme je l'ai montré là. Et ça, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser S3. Parce que S3, c'est un système de stockage de fichiers, mais son API natif, c'est HTTP. Et ça tombe bien, le browser, il parle HTTP aussi, enfin HTTPS évidemment. Et donc, on peut configurer S3 pour être un serveur web, qui est un serveur web qui scale quasiment, enfin je ne vais pas dire à l'infini, mais virtuellement à l'infini. Vous n'avez pas de problématique de scalabilité, de haute disponibilité. Vous mettez vos fichiers statiques, donc HTML, JavaScript, les images, les style sheets sur S3, et puis la logique dans les JavaScript, et les JavaScript appellent des fonctions lambda à travers une gateway d'API en REST ou en GraphQL. Ouais, c'est ça. Mais si on veut avoir une web app du type j'ai un accès FTP par exemple et je transfère du contenu PHP qui va donc s'exécuter, ça, il faut passer... Non, je ne sais pas si par les lambda, le PHP n'est peut-être pas supporté, mais peu importe le langage, si c'est du Node.js, il faut passer par des lambda. Il n'y a pas un espace, tiens, j'ai un disque FTP, je transfère tout en FTP sur le serveur, et puis pop, ça tourne, quoi. On pourrait le faire à partir d'une instance EC2, donc on pourrait imaginer, j'ai mon instance EC2 avec mon site web en PHP, et je fais un deploy, c'est un SCP, on ne va pas utiliser FTP, ce sera plutôt SSH pour copier les fichiers vers l'instance EC2. Ouais, ça serait le moyen de faire. Ok. Tiens, Sébastien, je te mets un partage dans la conversation privée de Teams. Tu peux mettre ça à ton écran. Je pense que ça va intéresser, cette page va intéresser nos auditeurs ou ceux qui visualisent.
il y a tout un tuto, il y a toute une page extrêmement complète. Alors oui, Windows est un citizen un citoyen de première classe sur AWS. On a beaucoup de clients qui déploient des virtual machines Windows. Statistiquement, nous avons plus de machines virtuelles Windows qui tournent sur AWS que dans Azure. C'est une métrique qu'il faut retenir. Et donc nos SDK et nos plateformes de programmation sont évidemment déclinées sous .NET et C# également. Donc il y a un SDK pour .NET et on a beaucoup de documentation qui explique comment déployer les applications sur .NET, comment utiliser les toolkits pour Visual Studio. On voit là les outils pour PowerShell, parce que j'ai parlé de la ligne de commande, mais il y a aussi des outils spécifiques pour PowerShell. Et donc, vous trouverez l'ensemble de ces ressources sur cette page-là, dont le lien sera dans les commentaires du podcast et de la vidéo. Oui, tout à fait. Et si on reparle de plus de DB ou de bases de données, donc là, tu disais tout à l'heure, vous supportez différents types de bases de données, que ce soit Oracle, SQL Server, MySQL, donc c'est le même principe que ce que tu as montré. On recherche une ressource, on va dire. À plus haut niveau, on a plusieurs types de bases de données. Là, j'ai parlé que de relationnel tout à l'heure, mais on croit vraiment qu'il faut différents outils pour différentes tâches et qu'on ne peut pas tout faire avec du relationnel. Donc, on a aussi du NoSQL, on a aussi du Graph, on a aussi du Time Series, du in-memory, key value. Donc, on a différents types de bases de données. Dans la catégorie RDS, dans la catégorie relationnelle, le service s'appelle RDS, Relational Data Service. Et c'est un peu comme mes instances EC2. Je vais dans la console, je demande de créer une base de données, je choisis l'engin, je vais prendre, je sais pas, Postgres. Alors ici, c'est un compte interne que j'utilise. J'ai pas le droit, moi, en tant qu'employé Amazon, de démarrer de l'Oracle. Mais sinon, il y a une 6e case que vous voyez sur l'écran là, sur votre écran, vous avez Oracle. Moi, je ne l'ai pas. Mais il y a Oracle aussi, c'est important. On choisit la version. Pour tous ces engins, on a plusieurs versions. Et puis, on peut choisir prod. Prod, c'est avec des configurations de haute disponibilité. Donc, on aura un réplica dans un autre data center en standby. Et DevTest, c'est juste une instance toute seule. On choisit le nom de sa base de données, le username, le password. Oui, c'est ça. Ouais. Tiens, ça m'intrigue. Tu choisis le numéro de version du système que tu veux installer. Donc, Postgres, tu choisis le numéro de version. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de choisir la dernière version, du coup. Non, on remonte jusqu'à la version 9 quelque chose pour Postgres, 9.5.2. Mais donc, ça veut dire que s'il y a des mises à jour, elles ne sont pas effectuées non plus sur ton instance de Postgres alors. Alors là, c'est un peu différent. Pour les mises à jour mineures, nous les faisons automatiquement et on peut définir une zone horaire où vous préférez faire ces mises à jour, parce que ça peut impliquer un downtime évidemment de la base de données. Donc pour les mineurs, pour les mises à jour majeures, ça c'est à vous de le faire, parce qu'une mise à jour majeure, comme tous les développeurs le savent, ça peut casser quelque chose. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Ah oui, ok, logique. Donc encore quelques options de réseau, etc. On peut avoir de la rotation automatique des mots de passe, ça, c'est super pratique aussi. Donc on peut et on choisit surtout la taille de sa base de données. Là j'ai choisi par défaut une 4 CPU 16 Go. Donc, et tout en bas il me donne le prix, c'est pour ça que ça m'a fait réagir. $300 par mois, ah ouais quand même. Mais bon, c'est 4 CPU 16 Go aussi. Hein. On peut partir sur du beaucoup plus petit. Je sais pas, le plus petit c'est 2 CPU 8 Go. Mais ça, les prix, on a l'habitude aussi de voir passer des prix qui peuvent s'envoler. Hein. Donc, ça sent vécu, ça. D'ailleurs, c'est souvent la première chose qu'on fait quand on essaye de regarder, c'est tu prends le maximum pour voir combien tu peux dépenser par mois si tu es vraiment très riche. Non, ici, il ne faut pas faire ça, parce que le maximum, c'est des très très grosses instances, ça peut coûter très cher, mais pour une valeur... Sur le bouton, hein, c'est juste pour regarder. Après, non. Et donc voilà, la base est en train d'être provisionnée, on ne va pas attendre, mais d'ici dans quelques minutes, j'aurai une base de données, de nouveau avec ce concept de security group qui dit qui peut s'y connecter, dans quel réseau elle est, et si je suis dans le bon réseau, que j'ai les bonnes permissions réseau pour y accéder, après je reçois un nom DNS, le username, le password, le port, et c'est une base de données tout à fait normale. Et après, oui, voilà, c'est ça. Après, on se connecte avec les outils classiques, que ce soit du MySQL ou du SQL Server. On va utiliser les outils de développeurs classiques pour se connecter dessus. Quoi. Ouais, si on veut le faire depuis son laptop, il faut quand même que la base de données ait accès, soit accessible à travers Internet. Alors peut-être pour un groupe d'adresses IP restreint,
c'est peut-être pas une bonne idée de mettre une base de données accessible par Internet, même si vous filtrez sur l'adresse IP. Donc en général, on va plutôt démarrer une autre instance EC2 et accéder à la base de données à partir de cette instance EC2. Ou faire des tunnels SSH, enfin il y a des tas de possibilités comme partout. C'est pas spécifique à AWS. Ok, non, ça me paraît déjà pas mal. Moi, j'avais à peu près les réponses à mes petites notes ici. Je ne sais pas si mes deux comparses avaient deux autres questions. Oui, moi je regardais, il y a toute la notion, là, tu parlais de container, donc c'est un container qui est spécifique, c'est une technologie de container spécifique Amazon, oui. Qui est compatible par exemple avec la notion de Kubernetes ou ce genre de choses. Alors, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. J'ai un trou de mémoire, j'ai oublié un nom. Ceux qu'on a développés pour Lambda, c'est effectivement une technologie propre à Amazon, mais qui est publiée en open source. Et vous m'excuserez mon trou de mémoire, mais je vous donnerai le lien après pour vous donner le guide de cette technologie-là. A priori, ça pourrait être utilisé par d'autres. Je ne sais pas si ça l'est fait ou pas. Maintenant, pour les développeurs, pour vous qui nous écoutez, pour moi, un container, c'est Docker, d'où mon lapsus d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, si je veux déployer mes containers Docker sur le cloud, j'ai essentiellement 3 options sur AWS, une mauvaise et 2 bonnes. La mauvaise, c'est de tout faire soi-même. Je démarre mes instances EC2, j'installe Docker, je push mes images et je gère tout à la main. Ça veut dire que vous devez aussi gérer le nombre d'instances EC2 dont vous avez besoin. Vous devez gérer vous-même le placement, où est-ce que vous allez mettre un nouveau container quand il faut en redémarrer un, enregistrer les containers auprès d'un load balancer. Enfin, personne ne veut faire ça. Donc, les 2 bonnes manières, c'est de demander à un orchestrateur de containers de faire ça pour moi, donc de lancer un cluster avec un orchestrateur de containers, et tu as cité Kubernetes. Donc évidemment, on a une version managée de Kubernetes, ça s'appelle Elastic Kubernetes Services, EKS, où vous donnez vos pods et vous dites, voilà, je veux autant d'instances de ce truc-là. Il y a 2 versions. Il y a une version où vous devez vous-même démarrer des instances EC2 et vous devez vous-même fournir de la capacité à EKS, capacité compute, de virtual machine. Et on a un nouveau service depuis un an où il ne faut même plus spécifier des EC2. On dit juste à EKS, déploie-moi 50 versions de ce container-là, 10 de celui-là. Et en serverless, il va provisionner de la capacité sur des instances EC2, mais elles seront cachées, vous ne les verrez pas. C'est comme Lambda. Évidemment, il y a un CPU et de la mémoire en dessous, mais ce n'est pas à vous de le gérer. Donc là, c'est EKS. On pense que EKS est très compliqué, et souvent il ne faut pas cette complexité-là pour déployer les containers. Souvent, des orchestrations plus simples sont suffisantes pour la plupart des applications qu'on voit. Et avant que EKS existe, on avait un autre service qui est toujours là, qui s'appelle ECS, Elastic Container Services, qui globalement fait la même chose. C'est de l'orchestration de containers, du placement de containers. Il s'occupe de s'assurer que tous les containers soient up and running, qu'il les enregistre au load balancer, il fait les décisions de placement quand il faut lancer un nouveau. Mais ce n'est pas Kubernetes. Aussi simple qui s'appelle ECS, mais les concepts sont les mêmes. D'accord. Et je vois aussi, là, je regarde tout le panel des services qui sont proposés. Il y a tout ce qui est machine learning également, qui est... Ouais. J'ai beaucoup de choses à dire là, sur machine learning. Arrêtez-moi quand vous en avez assez. Mais si je dois schématiser, on a 3 groupes de services en machine learning. Quand je le fais sur un slide, c'est un slide en layer, en couche, un peu comme une lasagne. Donc dans la couche basse de la lasagne, on a les services d'infrastructure. Il y a des machines virtuelles avec du GPU, avec des images Linux qui sont préinstallées avec les bons drivers pour le GPU, préinstallées avec tous les frameworks TensorFlow, PyTorch, MXNet et les autres. Donc il y a une couche d'infrastructure qu'on peut fournir pour les hardcore du machine learning. Si vous êtes un data engineer, un data scientist et que vous voulez tout faire vous-même, au moins on vous donne la base hardware pour le faire. On a aussi certaines machines avec des chips, on conçoit nos propres processeurs, donc des chips qui s'appellent AWS Inferentia, qui est vous vous souvenez, vous avez des cheveux blancs comme moi, de l'âge où il y avait un processeur mathématique, coprocesseur mathématique à côté du processeur Intel pour faire les calculs. C'est pas tout jeune, ça, effectivement. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Eh bien, Inferentia, c'est la même chose pour les tâches d'inférence de machine learning. Donc, on peut dédier à un processeur dédié ces tâches d'inférence, et nous fabriquons ce processeur, et il est disponible dans certaines catégories de machines chez nous. Donc ça, ce sont les couches basses. Ensuite, il y a les couches du milieu, qui sont les outils que finalement les data engineers, data scientists vont utiliser pour collecter des données,
pour nettoyer des données, faire le data cleansing, pour faire la préparation à des tâches de labeling, d'étiquetage des données. Donc, vous savez, là où les humains doivent dire ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, où c'est l'humain qui fait la partie d'entraînement du modèle. Les tâches de gestion des entraînements des modèles, quand on entraîne des modèles, souvent on va faire des dizaines d'expériences en changeant un peu les hyperparamètres pour voir quel est le modèle qui a le meilleur résultat. Donc, pour faire tout ça, on a des outils, un IDE et un outil qui s'appelle SageMaker, qui permet d'accompagner le data scientist dans toutes ces tâches, depuis l'acquisition des données jusqu'au déploiement du modèle en production et le monitoring du modèle en production. Amazon SageMaker. Et puis sur la troisième couche, là, ce sont les outils pour vous et moi, enfin, à assumer que vous n'êtes pas un data scientist et pas un data engineer. Moi, je suis un développeur. Moi, je sais appeler une API JSON, ça, je sais faire. Concevoir un modèle machine learning, non, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Et donc, ce sont des outils. Équipe, alors. Ce sont des outils qui utilisent du machine learning pour faire des tâches plus compliquées, mais pour lesquelles il ne faut pas être un data scientist pour les utiliser. Par exemple, reconnaître de la parole. Par exemple, reconnaître des images pour faire de la modération automatique d'images sur un forum, par exemple. Par exemple, faire du text-to-speech, donc générer de la parole. Comprendre un texte, faire de l'OCR sur des scans, scanner des documents en grand volume, reconnaître des formulaires et générer des données à importer dans une base de données. Par exemple, faire des prévisions de vente. Là, je dois quand même importer mes données passées, mais je ne dois pas choisir le modèle moi-même. Et donc tout ça, ce sont des services qui sont utilisables juste par un appel d'API, comme je montrais tout à l'heure. J'envoie des données, je reçois, qui utilisent du machine learning sous-jacent, mais pour lequel il ne faut pas être data scientist pour pouvoir les utiliser. Un exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'application Duolingo sur votre téléphone portable. C'est une application qui permet d'apprendre des langues. Il y a un exercice à faire tous les jours et on entend des phrases dites dans la langue et on doit répéter, etc. Duolingo utilise un de nos services qui s'appelle Poly pour générer toutes ces voix qu'on entend dans plein de langues différentes. C'est pas une madame et un monsieur qui ont enregistré ça avec un micro. C'est généré automatiquement avec AWS ou Amazon Poly. D'accord. Et moi, j'ai une dernière petite question, parce qu'on a eu un meet-up là où on a parlé d'IoT mercredi dernier. Il y a aussi toute une couche de services pour l'IoT. Exact. Donc, on a tout un ensemble de services IoT qui permet à la fois de gérer les devices et de gérer les certificats, etc. sur les devices, mais aussi un IoT Hub qui permet de recevoir des messages en provenance des devices. Souvent, c'est basé sur MQTT d'ailleurs, pour déclencher des traitements sur base de ces messages. Ça peut tout simplement être les stocker en base de données. Ça peut déclencher des fonctions lambda. J'ai travaillé avec un fabricant d'ampoules connectées, par exemple, qui utilise AWS IoT pour gérer ces ampoules connectées. Donc, quand vous utilisez l'application de ce fabricant, que vous dites allume la lumière dans le salon, ça envoie un message sur AWS IoT Hub qui, moyennant un peu de traitement, retrouve de quel device on est en train de parler et puis envoie un message MQTT à l'ampoule ou pour être plus correct à la gateway qui est connectée à ma box dans mon salon pour dire il faut allumer cette ampoule-là. Oui, ça me fait penser que c'est la semaine dernière, j'ai eu une panne d'internet pendant une journée. Et ben j'étais dans la. T'étais dans le noir. Plus moyen d'allumer le chauffage, plus moyen d'allumer la lumière. C'est la cata. C'est pire que l'électricité. Ah, tout est connecté comme ça chez toi, Richard. Non. Il y a un certain nombre de choses quand même, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus dépendant, quoi. Tu avais pu aller dans sa piscine, c'est ça le problème. Maintenant, il est malade. Voilà. Sa piscine n'était pas chauffée, du coup, voilà, il a attrapé un rhume. Ok. Christophe, je sais pas, tu avais d'autres commentaires? Ça va, pour une première approche, c'est déjà très très bien. Ouais, je pense qu'après, il faut aller, mais tu le disais, si on s'inscrit, on a la possibilité d'avoir déjà des accès à des services gratuits pour tester, etc. Donc ça permet quand même d'aller déjà un peu plus loin, c'est ça, hein. Les services qui intéressent vraiment les développeurs sont presque tous en serverless, et donc on ne paye qu'à l'usage. Avec le free tier en plus, on ne paye quasiment rien. Donc on a des services de CI/CD, par exemple, pour automatiser les builds, automatiser les déploiements. On a des services de gestion d'identité pour faire des logins, logout, sign-up dans vos applications. Tous ces services sont des free tiers très très généreux qui fait qu'en tant que développeur ou pour des petites applications qui ont un volume relativement faible d'utilisateurs sont gratuites. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la page,
Les badges sont la plupart en 15 langues en plus, et c'est assez bien foutu. Là. Si je veux pas parler anglais, je veux me connecter. Il y a la plupart du temps, ça peut rester dans ma langue natale. C'est pas mal, ça. Alors, c'est un bon point, effectivement. La console est traduite en français, en néerlandais. Alors, 15 langues, c'est les pages de doc et de marketing. La console elle-même est en chinois traditionnel, simplifié, en coréen, en portugais, italien, japonais, français, espagnol, turc, allemand et anglais. Anglais simplifié, US, et anglais normal, UK. Eh ben, ça demande du boulot tout ça, c'est déjà, c'est pas mal. Et ça nous fait nous du boulot si jamais on veut encore continuer à regarder toutes ces technologies et les faire avancer, quoi. Ok, ben je ne sais pas, Sébastien, si tu avais d'autres remarques, d'autres points que tu voulais nous préciser avant de clôturer ce podcast. Une juste pour un petit effet wow, pour montrer qu'on pense plus loin que le cloud et au-delà du cloud. Et puis une petite pub personnelle pour mon podcast, si vous permettez. Donc on est là. Un des services qu'on a lancé l'année passée et qui m'a fait à moi l'effet wow, c'est un service qui s'appelle Ground Station pour les satellites. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus très difficile de lancer un satellite. N'importe quelle start-up correctement fondée peut concevoir son satellite et le faire lancer. Ça ne demande plus des dizaines et des dizaines de millions comme avant. Ouais. En revanche, si je lance mon propre satellite dans l'espace, je dois louer du temps de stations de base au sol, vous savez, ces stations avec des grandes antennes, pour communiquer vers le satellite et pour recevoir les données qui reviennent de ces satellites. Et le satellite, il tourne, donc des stations, il en faut partout autour de la Terre si je veux communiquer tout le temps avec mon satellite. Et en général, une fois que j'ai reçu des données, je veux les traiter, donc je dois quand même les transférer vers un cloud ou autre où je vais pouvoir appliquer ce dont on parlait, de l'analytique, du machine learning sur les données. Et donc on a lancé un service qui s'appelle Ground Station, qui est un service de station de base au sol, qui est accessible dans la console, alors pas à Paris, mais en Irlande, où je peux donner à super haut niveau, on peut dire, je vais donner les credentials de mon satellite, la clé SSH, ou je ne sais pas comment on s'authentifie sur un satellite, et à partir de la même ligne de commande que j'utilise pour démarrer mon instance virtuelle EC2, ou de la même console que vous avez là à l'écran, je peux envoyer des commandes vers le satellite pour qu'il se repositionne et télécharger ces données. Et finalement, on applique au satellite ce qu'on a appliqué aux machines virtuelles, provisionner un serveur, mettre du réseau, mettre de l'électricité, de l'air conditioning dans une seule machine. Tout le monde doit le faire. Il n'y a pas de valeur ajoutée à patcher des serveurs Windows ou Linux. C'est pas ça qui fera que votre app sera meilleure que la compétition. Donc c'est ça le travail qu'on fait pour vous. C'est ce travail de bas niveau que tout le monde doit faire. Et on applique la même chose aux satellites, mettre des stations de base au sol, les connecter au réseau, collecter les données, s'assurer que vos données arrivent dans le cloud. Tout le monde doit le faire, enfin tout le monde, tous ceux qui lancent des satellites doivent le faire. Et donc on s'occupe de la plomberie, comme j'aime bien dire, et vous vous occupez du business, des choses qui vous rapportent et qui vous distinguent. Donc voilà, c'est un petit sourire pour montrer qu'on va au-delà des nuages, on va au-dessus, très au-dessus des nuages. Et il y a une demande pour ce genre de choses, ou c'est plus pour un effet wow ou un effet de montrer la technologie? On a plusieurs dizaines de clients. Alors évidemment, il n'y a pas des millions de clients là-dessus parce que ça se limite à ceux qui lancent des satellites, mais on a plusieurs dizaines de clients qui utilisent ce service aujourd'hui en production. Oui. C'est rigolo. Et l'espace, c'est en pleine expansion. S'il n'y a pas de jeu de mots. Ça reste à démontrer encore, mais bon, c'est un autre sujet. Non, mais si au niveau de l'espace, là, depuis 2-3 ans, ça devient un truc de fou, quoi. La course à l'espace, elle est repartie comme dans les années 60. Parce que ça devient pas cher de lancer des satellites, et effectivement, il y a tous ces projets de constellation d'Elon Musk, de Jeff Bezos aussi. Il a son projet à lui. C'est pas AWS, c'est Jeff Bezos personnellement qui investit dans une autre société, donc c'est pas Amazon. Il suffit qu'ils revendent un peu des actions Amazon, puis là, j'en ai. Ça libère du cash. Pas envoyer dans l'espace, ils envoient des bagnoles. Alors, faut faire gaffe d'ailleurs. Hein. Tu risques d'en recevoir une sur la tête et tu vas montrer trop. Moi, je rajouterais juste un dernier truc. Là, je suis allé sur ton blog, là, donc stormac.com, et un des derniers posts que tu as fait qui s'appelle Bien démarrer sur AWS. Ah oui, c'est gentil, ça, ouais. Où il y a tout un tas de petites vidéos, justement. Je pense ceux qui seront intéressés sont très intéressés par ce. Oui, merci de le mentionner, effectivement. Donc, stormac.com, et puis c'est le dernier
ce sont 50 vidéos de 5 minutes, donc c'est des toutes petites vidéos sur comment démarrer avec S3, comment démarrer avec EC2, comment créer son compte, comment créer un load balancer, comment héberger un site web. Mais chaque fois en petites capsules de moins de 5 minutes. Et voilà, je travaille à un autre batch de 50 pour l'année prochaine. Oui, et justement, puisqu'on parle de ton site, et moi je te connais, je me suis rendu compte après coup, après avoir fixé l'invitation ici, que je te connaissais déjà de 2 manières. D'abord parce que tu fais régulièrement des podcasts sur AWS en français. Donc ça, je les conseille aussi, puisqu'on est des amateurs de podcasts qui se trouvent à l'autre bout de la ligne pour nous. Donc inscrivez-vous à ce podcast-là, c'est évidemment toujours intéressant. Et alors aussi également sur un autre podcast qui s'appelle lestechno.be. Ouais. Sur lequel on en avait parlé, mais je crois que c'est dans les meet-ups de DevApps il y a 1 ou 2 semaines. C'est un podcast belge. Mais bon, maintenant la technologie, c'est pas que la Belgique, donc ça va bien au-delà aussi. Et tu interviens également régulièrement, je pense. Oui, ça c'est un hobby, c'est pas dans le cadre de mon boulot. C'est une revue de presse technologique grand public, donc consumer. On parle de sécurité, on parle de gadgets, on parle de ce qui se passe dans le monde de tech. Et c'est une revue de presse hebdomadaire en podcast, lestechno.be. Et tant qu'à faire, suivez Sébastien sur Twitter. Du coup, ça va concentrer la totale. Seb, S-T-O, S-E-B-S-T-O. S-E-B-S-T-O sur Twitter. Ben merci. C'est bon, on a fini les Twitter. Nous, quand on invite des gens, on s'en occupe, quoi. Quand il y a des sites web et du contenu derrière, c'est toujours intéressant de le citer. Hein. Tout ce qui parle technologie, tout ce qui parle cloud en général est bon à partager, parce que comme l'a dit je ne sais plus qui, Richard ou Christophe, l'un ressemble à l'autre, à un moment l'un a un peu d'avance, il sort un nouveau service et puis c'est l'autre qui vient après. Donc regardez ce que les autres font, c'est toujours bon. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que j'écoute le AWS en français sur le podcast, puisque je m'y trouve avec toutes sortes de choses que je connais et des nouveautés que je me dis tiens, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, donc c'est toujours cool. Et puis ça dure 1 demi-heure, je pense, à peu près en moyenne. Ouais, à peu près, ouais. J'essaie de ne pas dépasser la demi-heure, mais c'est difficile. C'est mieux que nous. On est trop long, nous. On n'arrive pas. Bien, ok. On va peut-être essayer de clôturer, justement. Essayer de clôturer là. S'il n'y a pas d'autres remarques, juste avant de partir et avant de se quitter ici, je propose que juste 2 petits points. D'abord, je rappelle que tous les mercredis, vous pouvez nous rejoindre sur les meet-ups de DevApps. C'est gratuit, c'est sympa, comme je le dis à chaque fois. Il suffit de s'inscrire sur devaps.ms/meetup. Et nous sommes par contre en vacances, Richard, jusque le 4 novembre. Donc on est ce mercredi-ci, le mercredi prochain. Oui, mercredi prochain, c'est sûr qu'il n'y aura pas. Peut-être l'autre, je ne sais pas encore. Inscrivez-vous, vous recevrez simplement 1 mail par semaine pour vous dire, tiens, voilà le lien. Souvent, c'est un lien Teams pour pouvoir discuter. Vous avez envie de parler, vous allumez votre micro et on discute. Et vous nous entendez raconter nos bêtises aussi pendant... souvent, ça va le mercredi à 17h, donc pendant une petite heure. Ça permet en période de confinement, comme on le dit, ou de tout le monde chez soi, ça permet en tout cas de rencontrer des gens et de parler de la même chose. Et donc, juste pour terminer aussi, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Et donc, c'est ce qu'ont déjà fait, comme le font chaque mois, Damien, il y a Enlil, Adrien et Mickaël. Ou bien simplement un commentaire en page du podcast ou de la vidéo YouTube, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, un grand merci à toi, Sébastien. On va mettre toutes tes coordonnées sur le site si jamais quelqu'un veut te contacter ou avoir des infos. Avec plaisir. Voilà, ça servira pour ça. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps